gros record pour Porsche de ce côté-là. Je pense que c'est sûr et certain que électrique, tout ça, sur le Nürburgring, je pense que c'est pas juste une question de voiture, c'est aussi une adaptation aussi pour les conducteurs, les pilotes. C'est pas la même affaire conduire un véhicule à essence avec une transmission, etc. Puis là, vraiment électrique. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle d'un nouveau record qui a été fait sur le Nürburgring et de notre essai routier de la Mercedes-Benz EQE SUV. Oui, Porsche de retour sur le Nürburgring avec leur Porsche Taycan avec un modèle pré-production qui est la rumeur et c'est le modèle Turbo GT. Et avec un temps qui vient écraser la compétition de loin. Je rappelle que en 2022, la Porsche Taycan Turbo S avait établi un record de 7 minutes 33 secondes et quelques millièmes. Et dernièrement, la Turbo GT est retournée sur le Nürburgring, puis ils ont fait un temps de 7 minutes 7 secondes et 55 centièmes. C'est un méga admiration. Juste mettre en perspective la fameuse Rimac Nevera de 1914 HP fait le tour du Nürburgring en 7 minutes 5. Alors, c'est 2 secondes en arrière du supercar Rimac. Et la Rimac est la voiture la plus rapide électrique sur le Nürburgring. Je rappelle qu'une Porsche Taycan, c'est une berline quand même de bonne dimension, 4 portes, de luxe. Oui. Pas deux passagers avec des méga moteurs. Alors, de ce côté-là, c'est une amélioration de 26 secondes à comparer d'avant. Et ça vient détruire le champion qui avait détruit battu le temps de la Taycan, qui était la Tesla Model S Plaid. Alors, c'est 17 secondes mieux que la Tesla Model Plaid sur le Nürburgring. Alors, gros record pour Porsche de ce côté-là. Je pense que c'est sûr et certain que électrique, tout ça, sur le Nürburgring, je pense que c'est pas juste une question de voiture, c'est aussi une adaptation aussi pour les conducteurs, les pilotes. C'est pas la même affaire conduire un véhicule à essence avec une transmission, etc. Puis là, vraiment électrique. Je pense plus que les pilotes vont venir habitués, plus qu'ils vont pouvoir pousser la machine. Ça aussi, ça va aider selon moi. Mais on n'a jamais piloté vraiment des véhicules électriques sur la track, ça va sûrement venir dans le futur. Oui. J'ai eu des feedbacks de plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y avait vraiment de la difficulté. Moi qui est un fervent joueur de Forza, Horizon, tout ça, on peut conduire là, des véhicules électriques, puis ils nous forcent aussi là, dans les challenges à conduire des véhicules électriques. Là. Même là, juste dans le jeu, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de transmission. C'est quand même dur de gérer comment que le véhicule va ralentir, puis va accélérer, puis tout ça, il n'y a pas de changement. Il y en a qui ont des vitesses, mais la plupart, ils n'ont qu'une vitesse. Puis on le voit juste en simulation, je pourrais dire, en jeu vidéo, c'est difficile. J'imagine pas en vrai. C'est sûr, il faut mettre en perspective quand tu as ton véhicule à essence, tout ça. Comme tu dis, tu as le bruit, un peu comment il va tenir la route. Là, oui, les véhicules électriques, souvent, sont plus rapides ou à un départ rapide, ça va bien. Mais quand il y a une séance en talent en ligne droite, puis là, tu dois prendre les courbes, le véhicule est plus pesant. T'as moins un peu de feeling, c'est clair que ça doit être plus difficile. Mais justement, dans notre épisode, quand on parlait du Cybertruck puis du Lightning, on avait oublié de parler de ce qui m'avait été arrivé quand j'ai ramené le Lightning. Je conduisais le Lightning, je vous rappelle, c'est le F-150 électrique, en one pedal mode. Fait que en one pedal, c'est un petit peu comme un kart de golf. Là. C'est quand tu lâches la pédale à gaz, il ralentit tout seul. Puis on peut ralentir jusqu'à faire un arrêt complet pour faire un stop ou peu importe. Ouais. Fait que cette journée-là, c'était un peu verglaçant. Oui. Fait que tout le long, c'était glissant, mais pas tant que ça. Fait que rendu dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la 10, si vous connaissez ce coin-là, ça ralentit beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui rentrent pour aller sur la 10 pour aller à Montréal. C'était glacé. Puis moi, avec le Lightning, j'ai comme lâché la pédale.
pour ralentir parce que le trafic ralentissait devant moi. Mhm. Mais là, d'un instinct d'un quelqu'un qui conduit tout le temps des véhicules thermiques, j'utilise des termes, mots, des ouais. termes un peu fancy, j'ai pas tout de suite réalisé que le véhicule glissait. Mais c'est ça. Parce que dans ma tête, je suis habitué que Un véhicule à essence, t'aurais juste lâché, il aurait continué sur c'est ça, son il aire d'aller. continue. Mais là, tu sais, je voulais ralentir, mais tu sais, c'est comme... Il continuait sur son aire Je d'aller. sentais pas le véhicule ralentir. Tu sais, j'ai lâché la pédale, puis là après ça, je m'y mets à freiner. Puis là, quand je m'y mets à freiner, là, ça glissait, puis pas à peu près. Je rappelle que le Lightning est beaucoup plus pesant qu'un autre F-150. Ouais. C'est presque le poids d'un F-250, mais c'est dans une enveloppe d'F-150. Mhm. En gros, regardez, j'avais des bons pneus, j'ai un bon camion, toute la kit. Tu étais sur un chemin que tu fais toutes les semaines. C'est juste que le camion, là, j'ai senti qu'il était pesant. Là, il glissait, puis il arrêtait pas. Là, je me sentais comme dans un train ou dans je sais pas trop quoi. C'est pareil comme... C'est simple. Je me sentais dans un F-150, puis c'est comme si j'avais un trailer peut-être de 3000, 5000 livres en arrière de moi qui poussait sa glace. En gros, j'ai pas pogné un accident, puis j'ai freiné, et j'étais arrivé proche du pare-choc en avant de la personne. Puis en arrière de moi, j'ai vu que les autres véhicules ils ont beaucoup moins glissé que moi. Oui. Mais c'est souvent l'impression que j'ai, même moi, quand je conduis un véhicule électrique, c'est glacé. Même si tu fais attention, tu freines plus vite. Ou, tu sais, moi, je me prends souvent d'avance justement parce qu'on dirait toujours que le véhicule, parce qu'il est pesant, là, il va aller sur son aire d'aller puis il va prendre de la vitesse. Puis là, je me sens toujours, là, le monde va trouver ça drôle. L'exemple que je donne, c'est comme OK, là, mais toi, t'es une boule de bowling puis les autres, c'est quilles. Ouais. Puis ça en prend pas gros pour que tu rentres dedans, là. Il faut faire attention, c'est pas la même conduite. En gros, là, après ça, j'ai augmenté mes distances entre les autres véhicules, tout ça. Puis je m'ai dit, Jules, tu vas le conduire comme un F250, un F350. Puis après ça, ça a bien été. Mais c'est juste que quand on est habitué à une certaine enveloppe, une certaine grosseur, un certain poids, quand on rentre dans un F-150 Lightning, monsieur tout le monde, là, qui sont pas techniques là, à regarder le poids du véhicule, puis le ci, puis le ça, ils vont pas s'en rendre compte. Jusqu'à temps qu'ils vont tomber dans un moment d'urgence comme ça, puis ils vont le réaliser par eux autres mêmes. Oui. Parce qu'on s'entend, là, tu sais, des fois, il y en a qui testent pas plusieurs... ils n'ont pas eu plusieurs modèles de véhicules dans leur vie. Il y en a qui ont toujours eu des petites autos. Ben, tu peux pas avoir la même conduite d'un petit auto versus un VUS, versus un pick-up, versus un 10 roues. Là. On s'entend. Mais là, qu'est-ce que je dis, c'est F-150 à F-150. Là. Oui, c'est ça. Mais là, c'est justement ça. Toi, tu t'attends, j'ai un F-150, je le traite comme un F-150. Mais non, faut que tu le traites comme plus gros parce qu'il est plus pesant. Puis on n'est pas habitué. On est comme tout en transition. Mais quand il fait beau, le F-150 Lightning, il se comporte comme un autre F-150. Ouais. On le sent qu'il est pesant, mais on le réalise pas autant que quand on glisse sur la glace. Ah non. Moi, ça m'est arrivé avec la Mustang Mach-E. Ça, là, je l'avais senti qu'elle partait. Puis j'allais pas vite, là. Mais on dirait que je glissais, puis là, je freinais. Puis là, il est parti sur son aire d'aller. Puis j'ai arrêté quasiment. Puis j'allais vraiment pas vite, là. Oh oui. En tout cas, c'est surprenant. Faut faire attention. Tu sais, c'est parce que les véhicules électriques, souvent, sont pesants puis sont à traction intégrale. Ils nous mettent en confiance pour ça. Oui. Mais quand ils décrochent, ils décrochent. Ils sont partis. Tu sais, tout le monde disait ça un peu dans le temps, genre, tu sais, les Subaru, Impreza, STI, puis WRX STI, ça tient au bout, mais tout le monde, il disait, quand ils décrochent, ils décrochent. Il est parti. C'est pour ça que tu voyais, comme, mettons, tu regardais pour acheter un STI, il n'y en avait jamais comme accidenté un qu'un peu. C'est tout ou rien. Tout ou rien. Il était à scrap, là, il a fait des tonneaux, puis les véhicules électriques me font penser à ça. C'est plus dur de faire un tonneau avec un véhicule électrique parce que leur centre de gravité est plus bas. Mais je trouve que, tu sais, à un moment donné, je t'en souviens, c'était avec justement la Mustang Mach-E GT. J'ai dit, on va l'essayer, voir comment il dérape sa glace, puis comment que le four-wheel drive il agit. À un moment donné, je m'y mets à glisser pour faire une drift, mais il s'y met à glisser, puis là, j'étais plus capable de le ramener. Là, c'était à l'infini. Il s'arrêtait plus, puis là, j'étais comme, wow, là! Ah oui. En tout cas. Fait qu'un gros record, regardez, pour la Taycan. On le voit un peu, là, ils sont allés sur Nürburgring. Tu sais,
c'est sûr et certain, ils modifient pour le Nürburgring. On a vu, il y a le siège de course, ces affaires-là. Il y a des choses de sécurité en place dans le véhicule. Mais regardez, gros record pour revenir à ça. Là, j'ai pas les stats, là, j'ai pas vérifié qui était quoi. C'est drôle à dire, il faudrait que je le sorte, là, mais je pense que la Viper ACR est toujours plus rapide que ces autos-là. Pas vrai? Oh, il y avait vraiment un club de Viper à un moment donné. Il était obsédé à revoir le fameux tour le plus rapide avec les Vipers, puis ils sont retournés. Puis il y a une grosse histoire avec ça. C'est super intéressant. Moi j'aime beaucoup les records du Nürburgring. Je trouve que on le voit par la piste de course, tout ça, comment que c'est fait. C'était vraiment un challenge. Puis même si tu ne l'avais jamais vu en vrai, si tu l'avais juste en jeu vidéo, c'est tout un challenge. Ah oui. C'est pour ça aussi, quand j'ai eu le nouveau Forza Motorsport, il n'était pas dedans, là, puis c'était que la piste GP dedans, j'étais déçu. Ouais. Oui, j'en ai entendu parler plusieurs jours. Oui, c'est ça. Regarde, je viens de voir, c'est ça, il y a 378 fans qui ont financé un trip pour aller au Nürburgring. Puis je pense que c'était une Viper GTS R. Puis ils ont fait le tour en 7 minutes 1 seconde. Alors, c'est plus vite que la Rimac. C'est une bonne vieille Viper. c'est juste pour dire comment c'était une machine, la Viper dans le temps. Puis l'aérodynamisme qu'il y avait, puis le downforce, puis tout ça. Puis c'est un véhicule extrêmement dur à conduire, je pourrais dire. Mais je pense que quand il y avait le bon pilote derrière le volant, il était capable de faire des miracles avec ce véhicule-là. Ah oui. Tu sais, c'est une vieille technologie qu'il y avait dans le Viper. Là. C'est très loin de la Taycan, puis de la Rimac, puis tout ça. Ah non, c'est pas comparable. Le vieux V10, puis tout le kit. Puis, d'accord, tu sais. Mais on s'entend, c'est tout un bolide dans le Viper. Là. Ouais, mais non, mais tu sais, comparé de la Rimac, c'est rien, là. Ah, c'est rien à côté, mais tu sais, comment je peux dire? C'est un véhicule que c'est pas tout le monde qui est capable et qui peut conduire. Là. La Rimac a fait le 0-100 en bas de 2 secondes. Ah ouais. C'est comme 1.9, on a fait le même. Ah ouais. Ça marche, là, le Rimac. Oui. Mais c'est pour ça que c'est comme, écoute. C'est l'auto que le gars dans Top impressionnant. Gear a fait se tuer dedans, là, le petit Richard, là. Oui. Il faisait un genre de hill climb, puis il l'a flippé, tout le kit. Il a vraiment failli mourir cette fois-là. Ah oui. Bon, on passe à notre essai routier. Mercedes-Benz EQE SUV. Ça fait plusieurs Mercedes électriques qu'on essaye dans les dernières années. On a essayé le EQS, EQS SUV, EQE, EQE SUV, EQB. On se lance là-dessus. C'est sûr et certain que quand on les a tous essayés, ils se ressemblent beaucoup, ces véhicules-là. Oui. Mais je pense que de tous ceux qu'on a essayés, c'était celui-là qui, je pense, qui faisait le plus de sens dans la série Mercedes EQ. Là. Oui. Non, parce qu'il faut se le dire, il y en a, les prix ils montent très haut quand on regarde certains modèles. Mais lui, j'ai senti que, tu sais, là, ça commençait à avoir du sens. C'était quand même raisonnable. Bon, raisonnable. Mais côté Mercedes. Il est encore cher. Il est encore cher. Mais il est moins pire. Il fait un peu plus de sens que le super gros modèle. Je te rappelle le prix, là, peut-être que tu l'as oublié. Là. Il était un petit peu au-dessus des 130 000 Ouais, mais l'autre est encore pire. Oui, l'autre, il était bien trop cher. Il était 170, 180. Tu sais, les EQS, EQS SUV, c'était extrêmement confortable. Il allait très bien, mais il était tellement cher. Ah, il était cher. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que on regarde le EQE SUV, puis on le met à côté d'un EQS SUV. Ils ont le même devant. On dirait que c'est juste qu'ils l'ont raccourci. Je trouve que dans la gamme EQ, il manque un petit peu de magie. Il manque un petit peu de c'est trop fade. Ouais. T'sais, ils ont fait leur shape en neuf, puis c'est la shape en neuf. Ils l'ont tenu à tous les modèles. C'est ça. c'est mais c'est comme côté aérodynamisme qu'ils ont fait ça. Oui, non, mais tu sais, quand même, c'est. Pourquoi tu irais avec le QS SUV? Oui, il est plus gros, si c'est ça, mais il a le même look. Puis il y avait une belle dimension à l'intérieur du véhicule, très confortable, plus maniable que les autres, parce que je rappelle que lui, il avait le quad steer. Puis il est plus court. Il est plus court, mais avec le quad steer, il devient extrêmement maniable. Oui. Ça, c'était très le fun.
Intérieur, pareil comme les autres, la méga écran qui va de bord en bord. On peut changer les couleurs. Là, je mettais un vibe Miami pendant qu'on était avec le véhicule. Ouais, c'est ça, le QE SUV. By the way, encore une fois, là, je fais une parenthèse. Tu sais, c'est comme... Tu sais, justement, quand on a fait l'intro, tu t'es trompé. J'ai repris. Tu sais, c'est comme EQE SUV. Oui, faut le dire. Non, mais tu sais, avant, c'était comme GLS. Puis, tu sais, il y avait au moins. Tu sais, chez Mercedes, monsieur tout le monde, je trouve que c'est mélangeant toutes leurs lettres, mais ça, c'est des affaires d'allemand. Là. Mais tu sais. Comme la berline, mettons, t'as la CLA, puis la version VUS, c'était la GLA. T'sais. Mais là, ils l'ont juste gardé le même nom, puis ils rajoutent. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, tu fais un texte, tu as fait un texte sur ce véhicule-là pour Instagram, pour faire un petit review comme ça. Puis, tu sais, c'est comme tout le temps, genre, faut pas t'oublier SUV. Non. SUV. Sinon, tu parles plus du même modèle. Tu sais, je trouve ça laid un peu dans le nom. Ouais. De dire SUV. Tu sais, c'est comme. C'est le même, gars. Oh non, mais tu sais, je fais une parenthèse. Tu sais, je suis un petit peu fatiguant en marketing, les noms, puis ces choses-là. Puis, même là, j'écoutais une vidéo sur la Taycan, puis. Il y a beaucoup de gens dans plusieurs pays, puis aux États-Unis, ils ont de la misère à dire le mot Taycan. Ils disent d'autres affaires. Ouais. Puis ils disent que c'est une des lacunes de ce modèle-là, que le nom... Le nom est défait. Ouais. Ah ouais. C'est comme quand j'ai déjà travaillé chez Mercedes, le monde avait de la misère à dire un Tiguan. Je rappelle que un Tiguan, c'est le mix d'un tigre puis d'un iguane ensemble. Quand tu as travaillé chez Vaux. Ouais. Tu dis quand j'ai travaillé chez Mercedes. Ah non. chez Vaux, excuse, chez Vaux. J'ai déjà travaillé chez Mercedes aussi. Le Tiguan, le monde a de la misère. Là. Ouais. Puis en français, en anglais, tout le monde. Là, les Français, là, surtout à Montréal puis Québec, le Tiguan. Ouais. Là, toi, faut que tu trouves c'est quoi un Tiguan? Un Tiguan. Oui. Ou IOS, il y a de la misère en salle, le IOS. Là. Ah non. Ton EOS, là. Ton EOS. C'est quoi ça, un EOS? Il est-tu décapotable, ça, un EOS? Le toit est rigide. Mais je pense que le pire de toute la gang, là, c'est le e-tron. Parce que moi, je vois beaucoup de Français qui disent le e-tron. Oh, ouais, c'est sûr. Oh, mais là, e-tron, c'est à dire. Mais ça, c'est un problème en français. En anglais, ça sonne cool. E-tron. Ouais. Tu sais, ça fait un peu comme le film Tron, puis les affaires-là. Ça, je comprends. Mais il continue à le faire, Audi, avec le e-tron. Ouais, mais tu sais, au moins, il faudrait se forcer à le dire comme il faut. Ouais, mais ça, c'est une mission impossible un peu. Quand ils mettent un nouveau nom, puis à s'adapter à tous les marchés, c'est comme ici, à un moment donné, Buick s'est trompé de nom. Le Buick Lacrosse, ça passait pas bien en français. Ça faisait Lacrosse. Oui, c'est ça. Je me souviens même plus c'était quoi le nom. Vous allez me dire dans les commentaires. Tu sais, des fois, quand on parle là même, là, après ça me revient, mais il avait changé le nom de Buick pour le marché canadien à cause des Français. Fait que, tu sais, c'est extrêmement dur. Ah, c'est sûr. Bon, ben, on continue. Regardez, nous autres, on avait quand même... on avait le modèle 500, pas le 350 Vormatics. Fait que si on y va avec le modèle qu'on avait à l'essai... Alors, dans le EQE 500, on a un double moteur électrique de 300 kW. On peut faire le 0 à 100 en 4,7 secondes et on a une batterie de 90,6 kWh, puis on a une autonomie d'environ 418 km. C'est pas mal ça qu'on a eu durant notre semaine, là, le 418. Oui. On n'a eu aucun problème quand on a eu pour la recharger, peu importe niveau 1, niveau 2, ces choses-là. Ça a bien été. C'est sûr et certain que, regardez, là, c'est plus comme celui qu'on avait à l'essai, là, avec le 500. Comment je pourrais dire? C'est comme une fois qu'on a essayé un modèle EQ, à part le QB, là, le QB, on le met de côté. Oui, lui, là, c'était... C'est comme... Ça rentrait... Il était pas similaire à tous les autres, mettons. Mais le QE, EQE SUV, EQS, EQS SUV, une fois qu'on a eu l'expérience d'un de ceux-là, on a une très bonne idée de qu'est-ce que les autres, ça a l'air. Exactement. C'est pour ça que c'est dur un petit peu, des fois, vous dire un petit peu la vie. C'est comme... C'est tellement comme... Comment je pourrais dire ça? C'est des simples détails qui vont les différencier. C'est pareil comme... Tu sais, je remets tout le temps ça, mais c'est pareil comme un téléphone. C'est comme...
t'as le téléphone, t'as le Max. Genre, tu sais, t'as l'iPhone puis l'iPhone Max. Tu sais, c'est comme le SUV, la version SUV, comparé d'un EQE, un QE SUV, mais l'autre, c'est la version Max. Ouais. C'est un plus gros écran. Mais c'est comme... L'autre, il est plus gros. C'est ça, c'est comme... C'est vrai de ça. Tu sais, le confort est extrêmement similaire. Écoutez, les gadgets, la technologie, les écrans, c'est tout extrêmement similaire, là, pour vrai. Tu sais, mettons, on essaye, un Grand Cherokee L, puis on le compare à un Wagoneer ou un Grand Wagoneer. C'est pas pantoute la même affaire. Non. Mais là, c'est vraiment comme... C'est extrêmement similaire. On les met vite, là, tout ensemble, là, puis dis-moi quel qui est quoi, puis il y a beaucoup de gens qui se tromperaient. Oh oui. Beaucoup. Puis écoute, mais tu sais, l'expérience globale, le confort, c'est vraiment à quoi, justement, on s'attendait. Oui. Puis là, comme on l'a mentionné, on met EQB à part, ça, c'était comme c'était un modèle électrique, mais on l'a pas aimé, le EQB. Ouais, tu sais, c'était pas... il y avait comme pas l'essence Mercedes, là. Mais dans ces 4 modèles-là qu'on vous parle, là, ils l'ont, puis... mais c'est... Moi, à chaque fois que j'essaie des Mercedes, ça fait toujours beaucoup jaser, surtout, là, tu sais, on a fait des vidéos, puis ça m'a fait rire parce que j'ai fait une vidéo comme quoi on pouvait pas ouvrir le capot. Tu sais, des fois, ils ont des espaces de stockage à l'avant. Là, lui, il l'a pas vraiment, on peut pas l'ouvrir. Les gens se sont ostinés, là, mais ostinés, là. Mais là, on peut l'ouvrir, pis ci, pis ça. Puis là, j'expliquais, il faut mettre le lave-glace dans une petite porte sur le côté. Puis là, le monde, ben là, il n'y a pas assez de place. Là, je vais mettre ça au clair, là. Quand tu mets du lave-glace dans une petite porte, hein, ça coule à l'intérieur du véhicule. C'est pas juste le compartiment qui est gros comme une cuillère qui sert de réservoir. Puis oui, si tu dévisses quelque chose dans le tableau de bord, tu peux ouvrir le capot, mais c'est vissé. Mais by the way, pour monsieur tout le monde, c'est beaucoup plus facile de faire ça qu'ouvrir le capot. Ben oui. Puis après ça, trouver où est-ce que le lave-glace va en dessous du capot. Pour la majorité des gens qui n'ont pas grandi dans l'automobile ou qui n'ont pas de connaissances automobile, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire ça. Ben oui. C'est moins salissant. Ouais. Aussi, on va se le dire. Puis, tu sais, je vais le faire avec vous, là. Les gens ont de la misère à ouvrir un hood, là. Puis, s'il y a bien quelqu'un qui a ouvert et fermé des hoods souvent dans sa vie, c'est moi, dans les salons de l'auto. On faisait ça 10 000 fois par heure, par jour. Puis, montrer aux gens comment ouvrir les hoods, tout ça. Puis, les gens avaient de la difficulté. Puis aussi, il y avait de la difficulté à identifier où ce qui était, là, le récipient à lave-glace. J'en ai vu souvent de ça. Puis même moi, tu sais que je chiale beaucoup là-dessus. Là. Tu sais, quand j'ouvre un hood, là, puis il y a une pin qui tient. Là, tu sais, les Japonais, les Coréens là, sont forts là-dessus. Là. Ils ont de la misère à mettre des cylindres là, pour faire monter le hood. Là. Ça, c'est des petits détails qui me dérangent moi parce que je suis quelqu'un qui ouvre souvent des hoods. Mais puis là, des fois aussi, l'été, là, la pin là, est chaude en salle. Ils mettent des petits plastiques à cette heure, là, mais des fois, là, tu pognes la pin, là, puis elle est chaude, elle est brûlante. Là. Non, mais même je nous... m'ai brûlé cet été. Ça tient quoi? Je pense que c'est la Type R ou quelque chose genre, je m'ai brûlé à la main. Là. Tu m'entendais sacré, là. Ah non, vraiment. Hey, mais c'est pas drôle, mais en tout cas, cette vidéo-là que j'ai fait, écoutez, c'est quoi? Juste Facebook, je pense, de mémoire, je vais checker. J'ai eu 250 000 vues, mais tout le monde s'ostinait. Puis, tu sais, il y en a qui s'ostinaient de loin. Là. Genre, comment tu peux faire ton changement d'huile? Moi, je suis comme, OK, c'est allé vraiment déraper très loin. Parce qu'il n'y a pas d'huile. Mais en tout cas, non, moi, je trouve ça... Tu sais, mon opinion là-dessus, c'est correct qu'on peut mettre la lave-glace sur le côté. C'est moins salissant, c'est plus facile, c'est plus accessible. Ça va plus vite. Moi, je trouve que ça fait du sens. Puis, oui, si on dévisse des morceaux dans le tableau de bord, en dessous, on peut ouvrir le capot, là, parce que là, il y en a qui c'était comme c'est une conspiration, on peut pas gérer notre véhicule. Mais c'est pas, je pense que c'est pour des questions de sécurité. Il faut pas que quelqu'un aille se mettre les doigts dedans. Parlant de sécurité et de se mettre les doigts dedans, te rappelles-tu qu'est-ce que j'ai fait avec les poignées? Seigneur! Ça, là, les tests et routiers poussés par Jules, hein? Tu sais, là, est-ce que si je pèse sur le bouton, parce que je vous rappelle que les poignées rentrent puis sortent dans les portes, là, si quelqu'un met ses doigts puis on pèse sur le bouton, est-ce que la poignée ferme? Mais là, lui, il décide de tester ça sans nous aviser. À l'épicerie. Ben non, la poignée ferme, même si tes doigts sont là, ça pèse un peu. Là, les filles, ils avaient peur de pogner la poignée. Hey, non, mais tu sais, ça ferme pas au point. Tu peux pas casser une main, là. Tu es assez fort de leur tenir, mais ça pince un peu. Là.
Ça pince ton gant dans la porte, mettons. Ouais. Il y a plein de patentes qui mettent ces véhicules électriques-là à cette heure. Tu sais, regarde juste les mags, il y a comme une espèce de shield là, à l'intérieur. C'est comme un hybride mag cap de roue. Là. Je me demande si la neige, des fois, elle peut rester pognée en arrière de ça, puis un peu venir débalancer la roue. Ça, on n'a pas eu l'expérience avec ça, mais c'est quand même un véhicule allemand. Ça doit être quand même été testé moindrement dans la neige. Mais tu sais, il y a des affaires funky comme ça. T'sais. Qu'on se demande si ça fonctionne sur le long terme. C'est ça. Les fameuses poignées, ils sont assez puissantes pour popper en hiver? Je sais que chez Tesla, c'est un gros problème. Ceux-là, ils ont l'air assez puissantes. Là. Non, si t'en fait mal un peu à la main, c'est correct. Hey, non, mais pour vrai, je pense que oui, ils sont assez fortes. Je pense que faudrait le tester. Il faudrait que ceux qui possèdent ces Mercedes, donnez-nous votre avis. Là. Est-ce que vos poignées sortent en hiver quand c'est vraiment gelé? Mais je penserais que oui. Là. Il avait l'air assez solide. Si on revient aux performances, regardez, on faisait le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. C'est quand même considérable de ce côté-là. 402 HP, 633 de torque. On peut avoir aussi un modèle AMG qui améliore les performances à 3,7 secondes, 617 HP, 700 de torque. Ça commence à être intéressant de ce côté-là. Bon, si on regarde un peu le côté prix, là, si on n'aurait pas eu toutes les options qu'on a eues sur celui qu'on avait au modèle S7, on peut en avoir environ à 105 000. À 105 000, ça fait de l'allure. 130, ça commence à, non, c'est cher. À être pesant. Là. Mais tu sais, tous les modèles, la clientèle Mercedes, tous les modèles ont vraiment monté de prix. Là. Puis regarde, tu vois, on a l'écran normal à 105 000, on va dire. Là. On n'a pas l'écran d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Moi, pour être franc, l'écran d'un bout à l'autre, c'est bon pour impressionner tes amis. Là. Ouais. Mais t'en servir tous les jours. Je penserais pas. Bof. Tu sais, moi aussi, là, je ferais un sacrifice de ce côté-là. Juste comme ça, il est super. Là. Oh oui, ça, c'est comme un peu dans la classe C, tout ça. Dans la plupart des Mercedes, c'est comme ça. De bord en bord, tu sais, je vais être franc, là. Tu sais, à chaque fois qu'on en a un, même dans le Grand Wagoneer, tout ça, là, ils commencent à mettre des écrans jusqu'aux passagers. Toi qui es plus souvent du côté passager que moi, là, t'aimes-tu ça, l'écran devant toi? Sans niaiser, là, je vais être franche, je pense que qui s'en sert vraiment, je pense pas que c'est tout le monde. Je pense que c'est quelque chose que les gens vont acheter, puis là, c'est cool, regarde, j'ai des écrans, ils vont s'en servir pendant un mois. Puis après ça, c'est comme un gadget on l'a, mais personne s'en sert. Tu sais, tu vas jouer avec parce que c'est nouveau, puis tu l'as, mais tu vas pas t'en servir. Souvent, à moins que tu partes tout le temps en road trip. Là, mais... puis souvent, c'est compliqué d'utiliser ces affaires-là. Tu sais, plugger, mettons, un film, ces affaires-là, là, même des écrans en arrière, des fois, c'est rendu compliqué. Avant, il y avait des DVD, tu mettais le DVD. Là, à cette heure, ça te prend telle carte, telle ci, telle ça, faut que tu passes par-ci. Là, si tu veux. Faut que tu utilises tant d'Internet. C'est ça, là, faut que tu connectes ton camion par mois par Internet. Tu sais, à un moment donné, c'est beau, je comprends, ils veulent faire de l'argent, mais ça devient tellement compliqué, puis ça devient tellement cher. À un moment donné, là, tu payes Internet là, pour ta maison, ton téléphone, ton ci, ton ça. Il y en a même qui connectent des montres, il y en a qui connectent des iPads. Là, à un moment donné, tu connectes ton truck aussi. Hey, ça commence à coûter cher par mois, là. Vous allez me dire, mais c'est du monde qui a des Mercedes puis des Kazakh. Ouais, même à ça. Le monde qui sont riches, ils sont pas riches pour rien. À un moment donné, ils coupent sur des affaires. C'est ça. C'est comme... à un moment donné, il faut pas que tu charries. Un Sirius, le ci, le ça, le OnStar. À un moment donné, ça finit plus. Là. Ah ouais. Tu sais, ça, c'est bon. Moi, je trouve ça le fun qu'ils offrent tout ça pour des gens qui vont travailler ou tout le temps être avec leur véhicule. À un moment donné, si tu t'en sers juste pour aller à 15 minutes de route, tu fais jamais de road trip avec, à un moment donné, ça sert à quoi? Avec ça, encore là. Encore là. Dans le Grand Wagoneer, OK. Dans le Grand Wagoneer, c'est un véhicule de road trip. Ça, regardez, si vous avez tout le temps du monde, vous êtes retraité, là, go for it. Planifiez votre temps. Planifiez, vous aimez ça, arrêtez, puis allez-y. J'en ai un de nos amis, il nous a dit, j'aimerais ça aller en Floride, blablabla. J'ai dit, j'espère que tu y vas pas avec ton véhicule électrique, parce que tu vas voir que quand tu sors du Québec, les chargeurs, ça fait dur. Là. Ici, c'est pas si pire. Des fois, c'est difficile, comme on vous en parle. Quand tu vas en Ontario ou tu vas aux États-Unis, là, moi, je le regarde à chaque fois que je fais un road trip. Là, je regarde les chargeurs, où est-ce que je pourrais me charger. Puis souvent, là, ils sont tous
hors service, où ils ne marchent pas, où il y a certaines places, c'est juste tant de temps. Ils gèrent ça vraiment serré là, dans les Buc-ee's. Là. Mm-hmm. Ah ouais. Mais sinon, moi, j'aurais pas la patience de tout le temps arrêter pendant des demi-heures et des heures de temps. Je suis trop habitué d'être sur la route, puis boum, on gaz, ça prend 5 minutes, pogne-toi un café, pogne-toi un Red Bull, on repart, on arrête au McDo, on mange en conduisant, boum, 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 t'es efficace. Non, mais tu sais, c'est parce que... Ça dépend qu'est-ce que tu veux. Tu veux être efficace ou tu veux comme prendre ton temps? à moins que tu trouves une place, là, que tu as trouvé un musée, puis tu t'es plugué là, ou tu fais une activité. Mais à un moment donné, passer 1 heure de temps dans un dépanneur, là, puis dans un rest area, c'est correct, là. Ouais. Tu regardes les gars aller se doucher, là, les dockers. Non, mais tu sais, c'est quoi, là? Tu as le temps de t'acheter un CB, là, puis de connaître les codes de tracker, là. Moi, je check tout le temps ça dans ces affaires-là. Là. Tu sais, quand on va, il y a tous les CB. Là, je check tous les CB, puis les GPS de tracker. Je suis comme, ils ont vraiment des meilleures affaires que nous autres. C'est ça! Fait qu'en gros, regardez, je pense que, encore une fois, conclure ça un peu, c'est celui qui vaut le plus la peine, je pourrais dire, côté pratique, dimension, recharge, range, ces choses-là. On avait été déçus un petit peu avec le EQS SUV parce qu'on trouvait que il n'était pas assez spacieux pour être un 3 rangées. Il était tight. Oui, il était plus tight. Pour un véhicule qui frôlait les 200 000 $. J'aimais mieux la berline que le modèle SUV pour le EQS, tout ça. Mais dans ce modèle-là, moi, je dirais ça fait du sens. J'ai été vraiment contente qu'ils disent « tu peux avoir comme 400 km d'autonomie, 417 ». Puis on avait vraiment ça. J'ai vraiment aimé ça parce que ça arrive souvent hein, quand on essaie des véhicules électriques. Ils disent « on a tant d'autonomie », puis on l'atteint jamais. Mais là, j'ai vu qu'elle allait changer la façon qu'elle allait calculer l'autonomie des véhicules. OK. Il allait analyser tous les modes pour faire une moyenne. En gros, fait que, à place de dire juste en mode normal, si, mettons, tu fais 400 km. Mais là, mettons que tu as un autre véhicule qui, lui, en mode éco, il est vraiment performant, ou le contraire, tu as un mode, comme surtout les Tesla, ces affaires-là, que en mode performance, il est ultra performant, mais il brûle la batterie. Ah oui. Fait que là, ils disent que, je me rappelle de mémoire, là, c'est peut-être pas le chiffre, mais c'est environ ça. L'autonomie affichée de toutes les Tesla vont baisser de 8%. OK. Parce que justement... Ils vont le calculer avec toutes les modes. Avec la moyenne, mettons, en mode ludicrous, ces affaires-là, ça vient tellement brûler la batterie qu'à un moment donné, ils font un moyenne de tout ça. Je trouve que c'est correct. Puis, by the way, aussi, pour revenir un peu à notre record du Nürburgring, quand Tesla est allé faire le record avec la Plaid, ils ont brûlé il y en a une couple qui sont tombés en panne. Ils ont genre brûlé des batteries, là, brûlé des affaires. Là. Je ne dis pas que Porsche n'a pas fait ça. J'en ai pas entendu parler. J'ai entendu dire que la Taycan était plus fiable, surtout quand on est poussé, puis que la Taycan, elle ne vient pas endommager la batterie quand on fait de la track ou des départs avec. La Tesla, oui. Mais tu sais, à un moment donné, moi, je veux dire, c'est pas comme si tu t'en vas avec la Viper, ben là, t'as amené 3 Viper ou 4 Viper, puis 3 c'est 4, mais t'as brûlé le moteur. Ouais. Ça arrive, il le faisait dans le temps. Oui, ça arrive. C'est bon. Fait que, en gros, bon petit véhicule, le QE SUV. Moi, mon conseil que je veux dire de ces véhicules-là, puis j'observe ça un peu de plus en plus avec le marché usagé. C'est des véhicules que je pense qu'on peut louer, là, je ne suis pas sûr. Ça doit y marquer lease. C'est un véhicule que je louerais. Je n'achèterais pas. Ouais. C'est des véhicules qui déprécient extrêmement beaucoup. Les EQS, le EQS SUV, j'ai vu des prix, surtout aux États-Unis. Je sais, j'ai pas checké le marché canadien, mais c'est surtout basé sur des analyses aux États-Unis. Le prix à l'achat versus le prix de revente, ça drop énormément. Ça drop énormément. Mm-hmm. Fait que c'est pas un véhicule que vous allez peut-être garder 2-3 ans puis juste perdre un 20 000. Là. Non. Ça va être beaucoup plus que ça. Là. Mais tu sais, les gens, dans le marché de véhicules de luxe, souvent, il y a beaucoup de dépréciation. T'sais, mais là, de luxe électrique, à suivre. Hein? Ouais. Moi, je laisserais du temps. Moi aussi, j'irais plus pour louer.
Puis quelqu'un qui me demanderait, hey, je suis intéressé par ces modèles-là, lequel tu me conseillerais? Écoute, celui-là qu'on a eu à l'essai, là, je trouve que c'est un bon compromis. Oui, il est encore cher, mais on retrouvait le confort, la technologie, on retrouvait tout ça dedans. Oui. Est-ce que tu es prêt à mettre 70 000 de plus pour l'autre? Prenez le temps de le construire, puis puis de le mettre à votre prix à vous. Là, oui. Puis de le commander. Aujourd'hui, c'est possible. Là, depuis le COVID, ces choses-là, depuis qu'il y a eu un certain manque d'inventaire, je pense que les concessionnaires sont un petit peu plus ouverts à commander le véhicule. Puis si le concessionnaire n'est pas ouvert à commander le véhicule, peut-être changer de concessionnaire. Oui. Arrêtez de faire pousser dans ce qui est en inventaire. Puis avec plein d'options que peut-être que vous n'allez pas vous utiliser ou pratiquer pour vous. Oui. Tu sais, il y a une grosse différence. Là. Regarde, je vais vous montrer. Là, il y a une différence de presque 30 000, 25 000 mais c'est rendu beaucoup d'argent. Tu sais, rendu là, on peut prendre le temps de s'asseoir. On n'est pas à 30 000 près. Je veux dire, on peut prendre 2 minutes pour hey, cette option-là, je vais vraiment m'en servir. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous les écrans ou non? Est-ce que c'est un deal breaker pour moi? Tu sais, il faut que les gens prennent le temps de bien construire. Il y a moyen, je pense, de bien s'en sortir. Puis, tu sais, côté véhicule électrique de luxe, moi, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Tu sais, tout est fait solide à l'intérieur. C'est vraiment, tu sais, on retrouve l'essence Mercedes. C'est sûr, il y a la forme d'œuf, mais tu sais, si on l'aime ou on l'aime pas. Moi, j'aime quand même ça. Mais écoute... moi, je trouve pour le prix, il n'y a pas l'attitude. Il n'y a pas il n'y a pas le vibe, le look. Je ne sais pas comment te dire, la présence Mercedes. Mais non, mais en même temps, c'est vraiment... Tu sais, moi, je comprends qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est vraiment pour la shape aérodynamique, pour sauver. Puis, tu sais, peut-être justement que c'est pour ça qu'on réussit à avoir les chiffres qu'ils disent. Tu comprends? Oui, mais quand même, tu sais... Je viens de dire ça. Ouais, le look, toi, t'aimes pas le look, là. Mais côté confort, tout ça. Tu mieux un TRX ou un EQS SUV pour le même prix? Là. Non, mais c'est plate, qu'est-ce que je dis, là? Ouais. Non, mais 130 000, il y a beaucoup de choix. Ouais, mais là, tu parles de mon chat personnel, là, en ce moment. Tu vas avoir un Range Rover pour le prix? Ouais, ça, là, OK. Game over, hein? Game over. Non, écoute-moi, sans niaiser, là. Tu sais, là, tu parles de mon opinion personnelle, mais là, moi, je me mets dans la peau de quelqu'un, un acheteur de ce type de véhicule-là. C'est lui que je conseille, tu comprends? Oh, oui. En tout cas. Non. Il n'est pas mauvais, tu sais. Il fait du sens, plus que l'autre. On n'en voit pas beaucoup sur le chemin. Tu sais, l'autre jour, je t'ai montré, je suis comme, il y en a un, là, oui, regarde. C'est vrai. À part un journaliste ou un gars de dealer, là, ça je suis comme, il y en a un, là. Un, là, ouais. Oh, même dans la ville d'à côté de où on vit, il y a un EQS, puis tu sais, c'est un vieux bonhomme, puis il y en a un qu'un dans la ville. Oui. On ne voit pas souvent. Non, on n'en voit pas souvent. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Mercedes-Benz EQE SUV. Qu'est-ce que vous pensez de la Taycan qui est venue détruire le record de la Tesla Model S Plaid. On va savoir vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.